Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coin des Joueurs. Avec Lucas, on est des fans de jeux de société et donc on a créé un bonus spécial pour vous, à savoir comment éviter de lire les règles d'un jeu de société parce qu'on sait que c'est le problème le plus énervant et donc on a créé spécialement un bonus pour vous. Donc vous pouvez cliquer en dessous de cette vidéo pour aller découvrir le bonus. Voilà, je parle pas plus et je vous laisse découvrir cette interview. Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Coin des Joueurs et aujourd'hui je vous présente Karl. Bonjour Karine, bonjour à tous le coin des joueurs. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Oui, absolument. En fait, je suis Carl Brière de Synapse Games. C'est moi qui ai fondé Synapse Games en 2018 et avant, là, ça fait déjà un bon moment que je suis dans l'industrie du jeu de société. J'ai travaillé pour différentes compagnies, mais avant ça, je viens du domaine pharmaceutique, donc tout ce qui est science, santé et tout ça, c'est mon vrai domaine d'expertise. Ok. Et est-ce que tu peux un peu expliquer ton parcours, donc les études que tu as fait et puis le chemin que tu as parcouru pour en arriver aujourd'hui? Oui, en fait, moi, j'ai étudié, justement, comme je le disais, en santé. Après le secondaire, j'étais au cégep et tout ça, et j'ai travaillé, je faisais mes stages et tout ça. J'avais besoin de sources de revenus, hein. Je ne suis pas le seul à l'école qui a besoin un peu d'argent de poche. Donc, j'ai commencé à travailler aussi dans un entrepôt de jeux de société qui était tout près de chez moi. Et j'ai commencé à jouer sur les heures de lunch et tout ça, et j'ai adoré ça. Avec le temps, ça a déboulé. J'ai fait de plus en plus d'heures là, en plus de travailler en santé. Et on m'a offert Hey, est-ce que tu aimerais ça travailler à temps plein avec nous? Je dis ben, moi, je connais rien au jeu. Je connaissais pas Catan dans le temps ou les Aventuriers du Rail ou quoi que ce soit. Je connais rien là-dedans. J'ai dit, ah, c'est pas grave, tu vas voir, tu vas apprendre et tout ça. Donc, j'ai jonglé avec plus d'un emploi pendant un petit moment. Et après ça, je fais c'est vraiment ça que j'ai voulu faire. Donc, je me suis lancé à temps plein et même plus dans le monde du jeu de société. Et c'est comme ça que j'ai commencé là, à travailler pour un distributeur ici canadien qui était aussi éditeur à l'époque, qui est Philosophia, qui faisait Catan en français, Aventurier du rêve en français, Carcassonne, Pandémie et autres. Et j'ai été en contact avec le monde ludique et j'ai jamais décroché depuis ce temps-là. Et en plus, tu nous appelles du Québec, là. Ah oui, pour nous ici, là, on est encore la matinée. J'ai juste pris 2 cafés aujourd'hui. Parce que là, il est 16h30 en France et toi, il est... 10h30. Donc, on a un 6 heures de différence. Ok, et il est 10h30 au Québec. Super. Ok, et du coup, je voulais revenir dans tes débuts. Est-ce que tu te rappelles un peu comment ça s'était passé? Tu étais directement distributeur au niveau des jeux de société? En fait, j'ai commencé à travailler vraiment dans l'entrepôt. Je rentrais les soirs de semaine pour mettre des autocollants, préparer des commandes, parce que c'était la période des fêtes, donc il y avait beaucoup de commandes. Donc, je rentrais les soirs une fois que mon bébé était couché pour aller travailler dans l'entrepôt à préparer des commandes. Et par la suite, mon premier emploi à temps plein était toujours au sein du distributeur, que j'étais commercial. Dans le fond, j'appelais les boutiques pour présenter les jeux et tout ça. Avec le, ben, j'ai été promu directeur des ventes et là, ils ont acheté Z-Man Games et là, le volet international est arrivé. Suite à ça, j'ai aussi travaillé pour... Ça fait longtemps que j'ai le goût de lancer mon... j'avais l'impression que j'avais acquis beaucoup de connaissances globales et si je le fais pas maintenant, probablement que je le ferai jamais. Et j'avais peur de vivre avec cette espèce de regret-là de dire j'aurais dû le faire. C'est dommage, j'avais une belle opportunité, j'ai manqué de courage et tout ça. Donc, vers la fin trentaine, j'ai décidé de vraiment me lancer à l'eau. Et j'étais chanceux parce que justement, quand j'ai décidé de faire ce choix-là, en même temps, je connaissais déjà bien Christian Lemay du Scorpion Masqué, que lui voulait lancer des cryptos. Il dit j'aurais besoin d'aide pour l'international et tout ça. Je dis ben moi, j'ai mon projet et en même temps, comment on peut travailler ensemble pour que je puisse lancer Synapse Games et que on puisse lancer des cryptos ensemble et que je travaille au Scorpion Masqué. Et on a fait ça pendant plusieurs années là, de travail collaboratif ensemble, que ça a été très bénéfique pour les deux compagnies. Depuis déjà un moment, je travaille à temps plein chez Synapse, puis on a plusieurs employés, on a des bureaux et tout ça.
Maintenant, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Maintenant, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je fais des jeux, mais pas que. C'est-à-dire, tout ce qui est, je gère vraiment légal, développement de jeux, comptabilité, transport, organisation. Ça, c'est vraiment moi c'est dans ma cour, je dirais. Et aussi, bon, Synapse fait partie d'un groupe où il y a un autre studio d'édition que je gère aussi l'autre studio d'édition qui s'appelle Greater Than Games. Donc, je chapeaute les studios du groupe. Est-ce que tu peux expliquer seulement l'évolution que tu as dû voir? L'évolution au niveau de l'industrie, ben moi, j'ai commencé en 2009, donc c'était une autre époque. Au niveau de l'esthétisme, illustration, les composantes et tout ça, là, le sociofinancement, les différentes plateformes sont déjà, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas ou très peu. Ça l'a aidé à ouvrir des portes pour avoir des composantes typiques ou qui ne seraient pas possibles d'un point de vue financier. Je pense, exemple, à Zombicide, qui est un des premiers sur le marché à avoir autant de figurines et tout ça. Donc, ça a permis d'apporter des nouveaux matériaux, un nouvel esthétisme. Tu sais, moi, j'ai Régis de Libellud, le fondateur de Libellud, je pense souvent à lui comme il a vraiment aidé à rendre l'esthétisme des jeux plus attrayant. On pense à Dixit et tout ça. Je trouve tellement que ça fait partie de l'expérience de jeu et globalement, on prend un jeu qui sort en 2022, 2023, 2024 et un jeu dans le début 2000, c'est deux mondes. Tu sais, au niveau des couleurs, au niveau des manipulations, en fait, c'est pas juste le jeu, c'est un produit en soi qui aide tant qu'à moi, à l'expérience ludique. C'est tellement plus agréable de jouer avec des pièces qui sont agréables à manipuler, d'avoir un beau visuel qu'un matériel hyper beige et drabe et tout ça. Donc, ça a évolué énormément au cours des années. Au niveau de l'entreprise, je ne sais pas à combien de salariés vous avez commencé et maintenant où vous en êtes aujourd'hui. Ben, j'ai commencé, j'étais seul et pas payé. Et j'engageais des contractuels qui étaient souvent des amis, des connaissances et tout ça. Donc, premier employé, moi, je suis pas très bon là pour avec des fichiers et tout ça. Donc, j'ai été chercher de l'expertise où j'en avais pas. Donc, la première employée, c'est notre directrice artistique aujourd'hui. Et la deuxième employée, c'est la directrice du marketing et communication. Donc, en effet, je suis le troisième employé de Synapse. Présentement, nous sommes 5 employés à temps plein. Euh, en plus des contractuels, des rédacteurs, des traducteurs, de tous les autres qui aident à pouvoir finaliser un jeu, tout ça. Donc, on est 5 à temps plein après presque 5 ans. Ok, pas mal. Ça fait presque une personne par an. Ça fait presque une personne par an, exactement. Comment ça s'est passé? Vous avez actuellement combien de jeux de société? De jeux de société, nous en avons probablement une quinzaine. Je ne fais pas le compte. Et on a des jeux qui sont, j'appelle ça des jeux synapse purs. Ça veut dire des jeux où vraiment on a travaillé avec les auteurs à la base avec des illustrations faites à la main des fois, c'est vraiment au stade prototypal. Donc, ça arrive des cartonnés ou même qu'on imprime ici pour pouvoir le tester et tout ça. Et que là, on va le développer pour arriver avec un jeu final. Donc, ça, on a des jeux synapse purs, mais aussi des fois, on a fait des collaborations avec des studios je pense par exemple à Holy Grail pour l'Empire de César, Aliman, Encyclopédia et tout ça, qu'eux, à la base, étaient une compagnie principalement de Kickstarter et nous, on faisait tout ce qui était distribution internationale pour eux. Donc, ça l'a aidé à faire grandir notre catalogue beaucoup plus vite. Donc, on a vraiment comme différents chapeaux, autant qu'on développe nos propres projets, qu'on vient supporter d'autres studios qui ont besoin de plus de connaissances au niveau de la distribution internationale. Est-ce que tu participes au festival de jeux de société? Oui, en fait, j'y vais. Justement, on était à Cannes cette année, retourne l'an prochain. On était à la Gen Con, qui est un salon aux États-Unis. On était à Essen, au début du mois, qui est presque 200 000 personnes. On fait aussi des salons professionnels qui ne sont pas nécessairement ouverts au public. Et des fois, c'est des événements un peu plus privés, comme Gathering of Friends, qui est un regroupement là, ça par invitation privée. Donc, c'est des places où on peut finalement réellement jouer à des jeux pour le plaisir, pas dans l'analyse du travail.
Et même ce soir, je pars pour un week-end de jeu entre amis. On va être 35-40 personnes et qu'on se loue un chalet, qu'on joue à des jeux. Donc, j'assiste à plein de types d'événements ludiques de différentes grandeurs, de 35 personnes à 200 000 personnes, des fois publics, des fois professionnels, et ce, sur, au Canada, aux États-Unis, en France, en Allemagne, donc un petit peu partout, là. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées et comment tu as fait pour trouver les solutions concernant bah, la boîte? Ah oui, être entrepreneur, c'est très agréable, mais ça vient avec son lot de challenge. Notamment, on ne se le cachera pas, la pandémie très, très compliquée. Oui, les jeux se sont bien vendus, mais il ne faut pas oublier que c'est les jeux qui étaient déjà connus parce que là, on perd énormément le service conseil. Les boutiques étaient fermées, donc le service conseil se perd et tout ça. Donc, il a fallu repenser tout ce qui est marketing, comment on présente les jeux parce que les jeux, une des façons de les faire connaître, les gens, il faut qu'ils jouent aux jeux. C'est des façons qui fonctionnent énormément. Donc, pas de bar à jeu, pas de canne, pas de scène et tout ça. Donc, on a revu notre plan marketing au complet. Dans les dernières années, les réseaux sociaux ont complètement changé. Il n'y avait pas de TikTok il y a 5 ans, ou très, très peu. Je ne me souviens pas de la date de création, mais les Instagram, les Facebook, les crises de transport, même si on produit des jeux, ils ne sont pas capables de bouger parce qu'il n'y a pas d'équipement. Euh, le, le- la rareté des matériaux bruts pendant là, 2 ans. Il n'y avait plus de papier nulle part en Europe. C'était impossible d'imprimer, sauf dans 6 mois peut-être. Donc, il y a eu énormément de chamboulements, même avec la situation en Ukraine ou tout ça, ça a un gros impact sur qu'est-ce qui se passe, le marché, tout ça. Donc, mon travail, c'est beaucoup, comme on est spécialisé surtout à l'international pour vendre nos jeux, c'est de comprendre c'est quoi les impacts des différents pays. Par exemple, l'Allemagne dépend à 60% d'énergie de la Russie. Donc, ça a un impact direct sur la situation économique. Qu'est-ce qui arrive au niveau des jeux? Comment on peut les aider? Fait qu'on travaille beaucoup en collaboration avec tous nos distributeurs. On a des distributeurs dans une quarantaine de pays. Donc, c'est d'essayer de comprendre la réalité de chacun de ces distributeurs-là et voir comment on peut travailler avec eux pour, les supporter d'un point de vue marketing, d'un point de vue tu sais, c'est quoi leurs besoins réels. Parce qu'en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est avoir du plaisir et que le joueur ne se rende pas compte de toutes ces étapes-là, de tous ces challenges-là. On veut que le jeu soit disponible, on veut créer toujours du plaisir et tout ça. C'est ça notre vrai challenge, c'est comment garder le jeu à l'état de plaisir tout en enlevant le côté politique et économique et tout ça. Donc, c'est le gros challenge. Et le recrutement s'est bien passé? Le recrutement, ça vient passer. Notre directrice artistique, j'avais déjà travaillé elle dans le passé. Notre directrice des communications, ben, c'est ma conjointe, fait que ça s'est très bien passé. Ensuite de ça, tu sais, il y a beaucoup de gens, ça fait longtemps que je suis dans l'industrie, tu sais, il y a beaucoup de connaissances et tout ça. En général, tu sais, moi, je vais avoir du plaisir en travaillant et j'aime travailler avec des gens que je sais que je m'entends bien et qui peuvent aussi apporter quelque chose. Tu sais, je ne veux pas engager que mes amis. Faut qu'il y ait une raison quand même parce que sinon, ça ne fonctionnerait pas. Mais j'essaie de m'entourer de gens que j'apprécie, de gens que j'ai confiance, de gens compétents et tout ça. Naturellement, il y a comme une espèce de mélange qui se fait. Puis là, même, on a engagé des gens que moi, je n'avais pas travaillé avec eux. Mais ma collègue avait déjà travaillé avec cette personne-là. Donc, tu sais, il y a une espèce de lien de confiance, de facilité. Et quand on vient pour faire une intégration, ça fait pas étrange. C'est vite, il embarque dans l'équipe. Vite, il y a une espèce d'esprit de cohésion. Tu sais, ça vient très, très naturellement. Et il y a énormément d'entraide parce qu'à quelque part, tout le monde veut que ça fonctionne et on est tous tissés d'une certaine façon ensemble. Et alors, quels sont les projets futurs? Pour l'an prochain, 2024, parce que là, on vient juste de lancer Pyramido il n'y a pas longtemps, cet automne. Donc, 2024, on a déjà annoncé qu'on faisait Yokohama, qui est une réédition d'un jeu qui est gros placement d'ouvriers et tout ça. On va avoir un jeu de cartes qui est Take That. On appelle ça un coup de pute, je crois, en France. Donc, énormément d'interactions. Il va être à Cannes, justement. On vient d'annoncer aussi Finding Atlantis. Donc, ça va être un compétitif qui fonctionne avec une application. Faut trouver l'Atlantis. Ça va être un jeu de déduction, de recherche et tout ça. Ça aussi, on va le présenter à Cannes. Donc, vous allez pouvoir venir nous voir. Donc, on a vraiment des jeux
autant des jeux très, très accessibles à du gros jeu de placement d'ouvriers, des jeux de déduction. Donc, on vise plus large en termes d'offres parce que on ne veut pas compétitionner contre nos propres jeux et on veut offrir des jeux qui sont un peu différents aussi de ce qu'il y a déjà présentement pour se démarquer et offrir quelque chose de nouveau aux joueurs aussi. Et est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as choisi le nom de cette boîte? Comme je le disais, moi, je viens du domaine médical, du domaine de la santé. euh, et les synapses dans le cerveau, ça sert à faire des connexions. Pour moi, les jeux, ça sert à faire des connexions entre les joueurs. Il y a de l'interaction, on échange, on prend un verre, on joue et tout ça. Donc, pour moi, les synapses, ça fait des connexions entre les joueurs. Donc, ça fait un lien avec mon passé du domaine de la santé et que j'ai transposé ça du côté des jeux. Et quand on regarde le logo, il y a une synapse plus foncée qui est plus grande, une synapse plus petite qui est plus pâle. Ça représente la famille aussi, chose qui est une valeur très importante pour moi. Et en général, on fait des jeux familiaux aussi. Donc, ça venait rechercher tout ça. Comment tu as fait pour intégrer des jeux de société au fur et à mesure et combien de temps ça prend Je ne sais pas si tu as déjà créé un jeu de société. En fait, le premier jeu de société de Synapse, je suis l'auteur, ça s'appelle Incubation. On récoltait des jeux de dragons qu'on mettait dans notre incubateur. On voulait les faire éclore pour ramasser des dragons qui nous faisaient une espèce de collection de dragons. Donc, je me suis dit, si le jeu fonctionne, ben, tant mieux, je suis très content. Si ça ne fonctionne pas, je n'aurais pas pénalisé un auteur parce que je suis incompétent en tant qu'éditeur. Finalement, ça a bien été. Donc, j'ai commencé à signer des jeux avec des auteurs aussi et j'ai appris aussi avec le temps, faut toujours apprendre dans la vie. Donc, faut toujours s'améliorer, c'est toujours ça le but. Donc, j'ai commencé à travailler avec des auteurs par la suite. J'ai souvent, comme plein d'auteurs, j'ai plein d'idées de jeux. Il y en a plein qui aboutissent pas, c'est pas grave. Mais il y a Match 5 aussi, donc le quatrième jeu de Synapse, qui est un jeu de fallait faire des combinaisons d'idées. Exemple, un fruit est rouge, ça peut faire une fraise ou une cerise, une tomate. Donc, ça aussi, ça a très, très bien fonctionné. Donc, j'ai fait deux jeux. J'ai vraiment créé deux jeux. Et je peux déjà, je suis en coding pour un troisième jeu éventuellement là, qui va s'en venir dans le catalogue de Synapse. Donc, je me vois pas tant comme un auteur. Mon travail, c'est vraiment éditeur. Mais ça n'empêche pas que quand j'ai l'impression que j'ai une bonne idée et que les tests se passent bien, puis tout ça, et que ça apporte quelque chose, à ce là je l'intègre dans le catalogue Synapse. Et ça t'a pris combien de temps de créer le jeu? Un jeu, en général, une fois qu'on signe avec un auteur, ça peut prendre 2 ans avant que ça arrive en boutique ou sur les tables des joueurs. Donc, il y a quand même beaucoup d'étapes. Le développement, c'est long. Parce que des fois, on a des fausses bonnes idées. On dit, ah oui, on pourrait améliorer le jeu, faire ça. Et on se rend compte que c'est complètement catastrophique. Ça débalance le jeu. Ça change l'esprit du jeu en lui-même. Donc, juste le développement de jeu peut être très, très long. Une fois que le développement de jeu est abouti, il y a tout ce qui est direction artistique, tout ce qui est recherche derrière ça. Il y a beaucoup d'allers-retours, il y a des sketchs, il y a des colorations et tout ça. Après ça, il y a quel genre de matériel qu'on met dedans, le choix des matériaux. Justement, je pense à un jeu Quattro qu'on avait sorti, qui est un jeu avec des serpents aztèques. Même le tissu du sac, on avait été chercher un tissu qui ressemblait à un tissu mexicain pour vraiment aller dans l'univers de Quattro. Donc, il y a beaucoup de petits détails qu'au final, les gens ne s'en rendent pas nécessairement compte. Mais tout ça, toute cette recherche-là prend énormément de temps, en plus du transport, de la production, le marketing et tout ça. Donc, c'est un bon 2 ans pour nous travailler sur un jeu. Et donc, j'avais appris par les personnes qui aiment jouer aux jeux de société, beaucoup de joueurs n'aiment pas lire les règles et quelles sont tes astuces pour éviter de lire les règles? Un jeu, le plus gros frein, c'est les règles. Parce que c'est intimidant et quand ils pensent, quand on veut jouer, notre but, c'est d'avoir du plaisir le plus rapidement possible. Donc, c'est pour ça que les gens vont retourner jouer à des jeux qu'ils connaissent déjà parce qu'ils arrivent au plaisir le plus tôt possible. Donc, on se questionne beaucoup quand on écrit des règles, comment les faire efficacement. Au début, c'était écrire des règles avec le moins de mots possible, tout en étant clair. C'est un défi, écrire des règles. C'est pas la partie que j'aimerais faire, mais je sais que c'est hyper important. Pour Pyramido, on a fait quelque chose de différent. On appelle ça le livret de règles IKEA. C'est que, comme on sait que les gens n'aiment pas lire, ce qu'on a fait, c'est on a fait une image, une ligne de texte, une image, une ligne de texte. Donc, à chaque fois, on intègre des images à une seule explication
pour vraiment faciliter la lecture, mais aussi c'est si on cherche un point de règle pendant la partie, on est capable de le trouver en 10 secondes. Donc, c'est vraiment l'astuce qu'on a essayé d'apporter, en plus de faire des vidéos explicatives et tout ça. Pour chacun de nos jeux, on essaie de concevoir les règles pour que facilement on puisse retrouver l'information exactement quand on veut, très rapidement. Et c'est pour ça la façon d'écrire les règles, l'ordre de l'écrire des règles doit être extrêmement intuitive. Exemple, avant de compter les points, il faut savoir comment placer le jeu. Quels sont enfin, oui, ton type de jeu de société et ton jeu du moment? Mon type de jeu de société, moi, je suis un jeu de cartes. Donc, les jeux de cartes, spécialement des jeux de levée à la The Crew et tout ça, j'adore. Ça, c'est vraiment... à tous les jours, on pourrait m'en proposer. J'adore ça. Je pense que mon meilleur jeu de cartes, c'est Tissue. Justement, il y a eu une réédition il n'y a pas longtemps. C'est un jeu de levée, ça joue en équipe et tout ça. Je trouve ça génial comme jeu. Donc, jeu de levée, j'adore ça énormément. Euh, Mon jeu du moment, on joue tellement à des prototypes en tant qu'éditeur. Je dois dire que je joue pas beaucoup ces temps-ci à des jeux déjà édités. Je joue probablement à 10 prototypes pour un jeu déjà édité. Donc, cette semaine, on a joué à 6 qui prend, que j'adore. C'est un jeu de cartes. J'aime ça quand il y a de l'interaction. J'aime ça quand c'est efficace. Ça roule bien. Donc, 6 qui prend. Là, on travaille beaucoup sur Finding Atlantis. Donc, forcément, on joue. Et le jeu que j'ai dû jouer le plus dans la dernière année est Pyramido. J'ai plus que 100 parties de faites cette année et plus que 100 parties de faites l'année dernière. Fait qu'on joue beaucoup, beaucoup aux jeux qu'on travaille dessus, qu'on développe ou des jeux qu'on veut travailler dessus éventuellement. Mais sinon, c'est beaucoup les jeux de cartes. Et c'est pour ça que je m'en vais aussi ce week-end à un chalet de jeux. C'est pour découvrir plein de jeux que habituellement, je n'ai pas le temps d'essayer. Donc, ça me sort de ma bibliothèque ludique ici. Tout le monde apporte des jeux et c'est là que je peux vraiment jouer, essayer, me faire une opinion, avoir du plaisir juste pour le plaisir de jouer. Et concernant la rémunération, comment tu as fait au début et au fur et à mesure, est-ce que tu as réussi à te rémunérer à un SMIC ou même plus? Comment ça s'est passé? Au début, j'ai payé. Et ça a pris un bon 3 ans avant que je puisse commencer à être payé. La première fois que j'ai été payé, je m'étais fait un contrat d'auteur pour mon premier jeu Incubation. Donc, je me versais des royautés quand il y avait des ventes. Donc, c'est pour ça. Mais on ne vit pas d'un jeu, à moins de. Je ne suis pas un Bruno Catala. C'est aussi pour ça que la collaboration avec Scorpion Masqué m'aidait énormément parce que c'était Scorpion Masqué qui était mon vrai travail. Après, c'est sûr que ça me fait faire. J'ai 2 travails à temps plein pour pouvoir faire vivre Synapse, développer Synapse et en même temps avoir une source de revenus, mais bien faire mon travail chez Scorpion Masqué aussi. Donc, pendant 3 ans, les seules choses que je recevais, c'était des royautés pour des jeux que j'avais faits. Et à partir de la 3e année, c'est là que j'ai pu me verser un premier salaire pour Synapse. Pour moi, c'était plus important que je m'entoure de gens de confiance qui remplissaient des compétences que moi, je n'avais pas, notamment notre directrice artistique et tout ça. Donc, c'est pour ça que je suis officiellement le 3e employé de Synapse, parce que c'est pour moi construire une équipe qui, qui va aider Synapse à grandir et tout ça est plus importante que de me verser un salaire. Après, c'est sûr qu'il faut en vivre, mais c'était pas la première priorité pour pouvoir que Synapse atteigne un autre niveau. Tu arrives à en vivre aujourd'hui. J'arrive à en vivre aujourd'hui. Bravo. Merci. Et tu travailles toujours à côté avec Scorpion Masqué ou t'as arrêté? Non, j'ai arrêté. Scorpion Masqué, dans le passé, a vendu à Hachette. Et il y a eu une rediscussion de comment fonctionne et tout ça. Et par rapport aux besoins de chacun des 2 parties, on a pris la décision de finir ce qu'on avait débuté. Et après ça, j'ai commencé à Synapse à temps plein. Donc, ça fait 1 an et demi environ que je fais Synapse à temps plein, que c'est ma seule source de revenus et que j'ai envie capable d'aller au restaurant une fois de temps en temps. Et c'est quand que tu t'es dit, OK, c'est bon, là j'arrive, je peux vivre pleinement de Snaps et je vais arrêter Scorpion Masqué. Ben, je l'ai su assez tôt parce que Synapse a décollé très rapidement et même la première année, on n'avait pas de dette. Donc c'est un très, très bon signe. C'est plutôt le questionnement de est-ce que je vais commencer à me payer un salaire
ou j'engage quelqu'un d'autre pour joindre à l'équipe, pour vraiment venir supporter le travail parce que dans une compagnie d'édition, il y a tellement de tâches diverses que une personne seule ne peut pas y arriver. Même deux personnes seules. tu- il- L'autre fois, tu as eu une discussion, une entrevue avec Hélène Vigneault, justement, du Scorpion Masqué. Elle est spécialisée dans son domaine, elle s'occupe de la logistique, il y a beaucoup de suivi de production. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Comme c'est pas tout le monde qui peut faire du développement de jeu, c'est pas tout le monde qui peut travailler sur des fichiers, tout ce qui est légal et comptabilité aussi. Donc, pour moi, je savais que je pouvais me verser un salaire, mais en même temps, je ne voulais pas compromettre la garantie d'emploi des autres parce que même si on a une bonne année, il n'y a rien qui dit que l'an prochain, ça va continuer ou que nos sorties vont être bonnes ou qu'on continue à réimprimer. Donc, pour moi, d'assurer une sécurité d'emploi de ceux qui sont là et d'engager des personnes clés qui pouvaient venir aider à supporter l'équipe, c'était plus important que de me payer un salaire. Ok. J'essaie de vivre sur le long terme. Bah, c'est bien. Ça veut dire que tu projettes Snaps sur du long terme. Ah oui, ben déjà, dans les jeux signés, notre calendrier il a déjà été entamé pour 2026. Donc, on a déjà un plan de fait pour 2026. Puis on est en 2023, là. Et qu'est-ce qui te fait plaisir dans ton travail? J'adore le domaine. Tu sais, j'aime être en contact avec les jeux. Je disais plutôt que j'avais été dans différentes sphères du jeu de société, tant la distribution, l'édition que la production. Vraiment, l'édition de jeu, pour moi, c'est ce que j'aime le plus parce que c'est là qu'on a plus les mains dans le jeu. Développer des jeux, j'adore ça. Choisir quelles composantes qu'on va dedans, regarder tu sais, vraiment le côté artistique de à quoi ça va ressembler, d'avoir une espèce de vision, puis d'un projet long terme sur 2 ans, puis l'excitation de quand on se rapproche d'une sortie, ou même de le présenter à des distributeurs, autant on est excité qu'on est angoissé. Je compare ça à un lancement de film. Tu arrives sur le tapis rouge, même si tu as fait de ton mieux et que tu crois que tu as pris les bonnes décisions, en bout de ligne, c'est le public qui juge. Et ce jugement-là fait peur. Et là, quand tu as les premières critiques ou tu arrives à Cannes, tu vois les gens qui sourient, qui aiment ça, c'est ça qui compte. Tu sais, c'est ça la vraie récompense parce que, en bout de ligne, si on fait les jeux, c'est pour qu'ils soient joués et que les gens aiment ça. Et c'est vraiment hyper gratifiant. Puis à chaque fois qu'on a des bons commentaires, soit sur une direction artistique, soit sur. Il y a une critique qui sort de. Peu importe, que le jeu est hyper apprécié. Moi, je partage tout le temps ça avec l'équipe, de dire Hey gang, on a fait une bonne job, tu sais, on a réussi. Tu sais, c'est une réussite commune de gens qui ont travaillé ensemble pour un projet qui, en bout de ligne, qui crée du plaisir. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi au niveau du logement? Enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé au début, si c'était chez toi que tu as créé ta boîte et au fur et à mesure, tu as commencé à acheter ou louer un endroit pour... Est-ce que tu peux expliquer tout ça, la côté logistique, comment tu as géré ça? Oui, ben, en fait, au début, ben, moi, j'avais pas d'investisseur ou quoi que ce soit, fait que j'ai pris mes économies pour débuter Snaps. Donc, on limite les coûts. Et mon bureau était ma salle à manger, ma table de cuisine. Donc, c'est pas optimal, mais c'est ça. Donc, plus tard, après ça, quand j'ai engagé quelqu'un, ça se faisait chez moi. On avait dédié une pièce à ça. Donc, on travaillait sur des bureaux. C'était une microscopique pièce. C'était tout petit. On était coincés. On ne pouvait pas rien tester, mais il y a 2 ordinateurs qui rentraient là-dedans avec des bureaux et des chaises et tout. Et là, on voyait que ça évoluait. Louer des locaux, ça, justement, c'est un risque de plus parce que là, on s'engage sur un bail et tout ça, et souvent, c'est sur du long terme. Donc, je n'aurais pas le choix de déménager. Donc, j'ai déménagé pour acheter une maison plus grande avec un très grand bureau, pouvant, même si on était deux, je dis, il faut que ça puisse accueillir au moins 5 personnes. Je veux une lumière, je veux qu'on puisse avoir de l'espace pour tester. Donc, on a vraiment une pièce dédiée à ça, salle de bain et tout ça. Donc, on a vraiment un espace. Ça fait partie de ma maison toujours, mais on est 4 qui travaillent ici. Le télétravail est chez nous, donc il y a quelqu'un qui travaille de chez lui, qui vient une fois de temps en temps au bureau qui est à la maison. Là, récemment aussi, cette année, louer je ne sais pas comment vous appelez ça en France. Ici, on appelle ça des share space. Donc, c'est des bureaux communs Des qu'on espaces. va louer.
Oui. Donc, c'est différentes entreprises qui sont là-dedans, mais on peut avoir des locaux privés et des espaces communs où on peut échanger. Donc, on a vraiment plein de possibilités. Soit c'est du excusez, télétravail, soit on vient travailler au bureau ou à la maison ou au share space, au bureau commun qui se fait aussi. Ok. Juste pour te prévenir, dans 5 minutes, ça va s'arrêter, mais ne t'inquiète pas, tu recliques exactement sur le même lien et ça va se rouvrir. Parfait. Quels sont les conseils que tu donnerais aux personnes qui font le même métier que toi ou qui ont envie de faire le même métier que toi? C'est important d'aimer ce que vous faites parce qu'il y a beaucoup de travail. Mais si vous aimez ce que vous faites, vous allez avoir du plaisir. Moi, j'ai énormément de plaisir. Attendez-vous à ce que ça ne fonctionne pas comme vous pensez. Il y a toujours des surprises, mais c'est ce qui est stimulant aussi. C'est comme ça que vous allez grandir, c'est comme ça que vous allez évoluer. C'est Tout est relié, puis c'est uniquement la façon que vous allez gérer les imprévus. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez grandir ou vous allez stagner. Fait qu'il va y en avoir des embûches, mais il va y avoir énormément de récompenses aussi. Écoutez les gens autour de vous un peu, pas trop. C'est quand même votre rêve, c'est quand même votre idée. Mais c'est important d'être à l'écoute, c'est important de d'entourer et faites-vous confiance. C'est important de se faire confiance. Il y a toujours quelqu'un qui va être là pour dire oui, mais ça ne fonctionnera pas. Oui, mais c'est dangereux. Oui, oui, mais c'est ton rêve, vas-y. C'est ça que je dis. Ouais, c'est pas mal. Et concernant les jeux de société, et toi, tu travailles justement 10 heures par semaine ou pas du tout? Comment ça se passe une semaine? La semaine, ça fait. Ben, si je recule de v'là 5 ans, quand j'ai lancé Synapse et je faisais Scorpion masqué, c'est 2 emplois à temps plein en même temps. Donc, si on fait le compte, je faisais 60 heures par semaine probablement. Honnêtement, je compte pas mes heures parce qu'à un moment donné, on le sait qu'on en fait beaucoup. Juste de commencer à les compter, ça enlève le plaisir de ce qu'on fait. Puis à un moment donné, ça vient une charge lourde, mais probablement que je faisais 100 heures par semaine. Et j'ai une famille aussi, donc faut trouver un équilibre. Quand on a un bon équilibre, ça va bien partout. Quand les équilibres, c'est là que ça se met à pas bien aller. Donc, moi, j'avais un équilibre à 60 heures par semaine. Par contre, ça devient fatigant avec le temps. Maintenant, je suis chanceux, j'ai une plus grosse équipe, on travaille. Il y a vraiment du monde que je peux compter sur eux. On a une situation financière beaucoup plus stable, moins précaire qu'au début. Euh, je peux maintenant faire des semaines uniquement de 50 heures. Ça fait du bien. Et il faut dire que maintenant, j'ai un seul travail. Fait que ça fait du bien. 50 heures par semaine, à part en temps de salon, je fais plus de 70 heures ou 80 heures par semaine. Si on veut continuer de faire du travail de qualité, d'avoir un esprit clair, c'est important aussi de décrocher. Est-ce que ton but, ça serait justement de diminuer un peu le taux horaire pour passer plus de temps avec la famille ou pas forcément? Je passe quand même beaucoup de temps avec la famille parce que le travail est chez moi. J'ai aucun déplacement à faire. Donc, tu sais, j'ai des ados qui sont rendus souvent dans le sous-sol ou à l'extérieur. Fait que ça me permet de faire d'autres trucs et tout ça. J'ai pas l'impression de négliger aucun aspect de ma vie présentement et j'aime ma vie, j'aime mon horaire, j'aime ce que je fais. Tant que mon équilibre est conservé, j'ai et que tout le monde autour de moi est heureux, j'ai pas vraiment de raison de changer ce qui fonctionne bien. Et tu arrives à avoir des vacances? J'arrive à avoir des vacances. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes posent des vacances, mais justement pour aller au festival. Et je me disais, bah, en fait, le festival, ça fait un peu partie du travail, donc je sais pas. Ah oui, ah oui. Exemple, je vais donner un exemple. Je vais à Cannes, par exemple. Pour nous, c'est déjà une journée complète de voyagement parce qu'on est outre-mer. On voyage souvent pendant la nuit, donc on dort peut-être 3 heures. C'est pas génial. Et ensuite de ça, on arrive, il faut monter le kiosque et tout ça. Cannes, les heures sont assez longues, là. Donc, on commence petit déjeuner et tard le soir, les soirées de jeu et tout ça. Donc, c'est facilement un bon 12 heures
par jour et peut-être même plus 14 heures par jour. En plus du décalage horaire qu'on a, en plus du déplacement. En plus, c'est le week-end, on travaille quand même. Mais ça fait partie du boulot. Quand on est ici, à Montréal, on ne fait pas 14 heures par jour. Le week-end, je travaille des fois 1 heure, 2 heures. C'est pas si mal si j'ai des trucs à rattraper. C'est pas excessif. Que tu as le temps donc de jouer avec ta famille? J'ai le temps de jouer avec ma famille, justement des unlocks. On fait beaucoup d'unlocks à la famille, même si ça fait partie, le temps des fêtes, c'est sûr qu'on fait un unlock. On achète la dernière boîte et des trucs comme ça. Donc, ça, je joue avec ma famille moins qu'avant, surtout à cause de l'âge que mes enfants sont rendus, qui sont ados, sont moins jeux de table, jeux de cartes et tout ça. Mais ça fait partie quand même de notre mode de vie. Euh, des fois, c'est même de bricoler des prototypes. Des fois, même mon plus vieux, il s'amuse à faire des figurines ou à inventer ses propres jeux et tout ça. Donc, c'est très omniprésent, mais on n'est pas nécessairement assis autour d'une table à jouer. Mais on se réserve tout le temps des moments et c'est tout le temps quelque chose de très, très agréable. Justement, je parlais des unlocks à Noël ou des trucs comme ça. Des fois, ça va être des jeux de cartes. C'est juste pour dire, ah, peux-tu l'essayer avec moi? Ils testent des prototypes avec moi, je regarde beaucoup. Euh, avec leurs amis, les journées d'école spéciale, ils apportent toujours un jeu de la maison. Donc, ça vient naturellement pour eux. Ça fait partie là, on fait quelque chose ensemble, le jeu est impliqué. Donc, tu as réussi à transmettre ta passion à tes enfants. Oui, il n'y a rien qui a été forcé. C'est vraiment juste depuis qu'ils sont tout petits, ben, ils lançaient les dés, ils comptaient les points qu'il y avait sur les dés, ils déplaçaient les personnages et tout ça. Donc, ça s'est fait très, très naturellement. C'est pas quelque chose qui était planifié que je me suis dit, mes enfants vont aimer les jeux de société. Et est-ce que tu as du temps pour jouer donc avec des amis ou en dehors du travail ou pas du tout? Oui, pas autant que je voudrais, c'est la réalité, mais justement, ce week-end, je pars dans quelques heures. J'ai une valise pleine de jeux. Tout le monde, on a une espèce de gros tableau Excel qui apporte quel jeu pour être sûr qu'on n'est pas 8 à apporter le même jeu. Ça arrive une fois par année, ce très, très gros salon-là. Sinon, des week-ends ou même de la famille, j'ai ma cousine qui vient ici. Là, on essaie des jeux et tout ça. Donc, ça, c'est très fréquent qu'on rencontre des jeux, qu'on rencontre des gens, qu'on va jouer à des jeux. Dépendamment des gens, c'est juste différentes sortes de jeux. Exemple, dans ma belle famille, j'ai apporté Sky Joe. Parce que c'est pas des gros joueurs, mais ça roule bien, on peut discuter, et le jeu est quand même présent. Et pour toi, quels sont les avantages de jouer à des jeux de société? Il y en a tellement. Et justement, je parlais de mes enfants qu'à 3 ans, ben moi, à 3 ans, ils connaissaient leurs chiffres principalement à cause de justement les dés et tout ça. Tu apprends à attendre ton tour, tu apprends à gagner parce que tu peux être mauvais gagnant, tu apprends à perdre, tu apprends à compter, à tenir tes cartes, à mélanger, tu apprends un paquet de choses qui te servent dans la société, dans la vie de tous les jours quand tu grandis. Tu sais, on le voit, il y a des gens de 25 ans qui sont mauvais perdants et tout ça. C'est triste à voir dans une réalité d'adulte. Fait que je pense que ça a un gros impact. Ma cousine que je parlais plus tôt, elle travaille en service scolaire au primaire et elle se sert énormément de jeux pour rendre l'éducation un petit peu plus ludique, rendre l'apprentissage un petit peu plus ludique, tant des jeux de programmation ou quoi que ce soit. Même mes enfants ont joué à un jeu qui fait les cartes, ils disaient, bon, ben là, faut que tu tournes ton personnage de 90 degrés ou des choses comme ça. À 5-6 ans, ils savaient c'était quoi une rotation de 90 degrés. Puis c'est juste parce que c'est inclus dans le jeu, parce que tu n'as pas l'impression d'apprendre. Ça apporte tellement de notions diverses. Et même, il y a beaucoup de jeux maintenant que, si on pense à un Parks, à un Wingspan ou peu importe, tu as souvent, en plus, ah, ben, je savais pas tel truc. Il y a des petites informations qui viennent rajouter au côté culturel aussi, ou des toiles, des peintures, des choses comme ça qui viennent vraiment apporter un plus-value au niveau connaissance générale, au niveau de comment être en société, apprendre à compter, des unlocks. Tu as plein d'additions comme ça. Tu sais, combien fait la carte rouge plus la carte bleue. Donc, ça vient toucher plein de sphères comme ça. Tu as beaucoup parlé des avantages envers les enfants, mais aussi pour toi, quels sont les avantages de jouer aux jeux de société entre adultes? Il y a beaucoup.
Ben, déjà, dans un milieu de travail, de plus en plus, ils utilisent les jeux pour faire du team building parce que justement, ça rapproche les gens. À un moment donné, quand on joue à des jeux de société, on n'a plus nécessairement notre téléphone. On peut réellement se reconnecter, on peut échanger. On apprend beaucoup quand on joue avec quelqu'un. Ça nous permet vraiment de décrocher de notre réalité de tous les jours. On n'ira pas faire le lavage pendant qu'on est en train de jouer à des jeux de société. Il y a comme, pour moi, dans ma réalité, il y a quand on joue à des jeux, il y a un moment qui s'arrête. Nous passons du temps ensemble et c'est toujours du temps de qualité. Et dépendamment du temps qu'on veut passer, parce que des fois, on veut plus discuter, on veut plus avoir du plaisir, ça va être un jeu beaucoup plus léger. Puis des fois, ça va être un autre type de jeu, mais il y a tout le temps une espèce de moment qui s'arrête, qui rapproche les gens énormément beaucoup. Ça m'est arrivé souvent, on se rappelait d'une soirée, on dit, Hey, est-ce que tu te souviens, on faisait tel truc? Et on jouait à tel jeu, il s'est passé telle chose. Donc, ça crée énormément d'anecdotes aussi parce qu'on passe un moment très focus tout le monde ensemble. Quels sont les conseils que tu donnerais à des joueurs? J'ai interviewé Manuel Sanchez du Scorpion Masqué aussi et je trouve que c'est parfait. Amusez-vous. C'est exactement pour ça qu'on fait ça. Et les auteurs, c'est exactement pour ça qu'ils font ça. C'est, c'est un jeu. Mm. Amusez-vous. Que ce soit un jeu solo, un jeu compétitif, coop, peu importe. Le jeu n'est pas fait pour diviser. Le jeu est fait pour rassembler. Amusez-vous, ayez du plaisir, divertissez-vous. Quand je dis amusez-vous, c'est pas rire aux éclats, mais soyez divertis. Tu sais, prenez ça pour ce que c'est. Qui, selon toi, je pourrais interviewer? Moi, j'aimerais beaucoup interviewer Marie-Hélène Bérubé, qui est notre directrice artistique, qui a un très beau bagage dans le jeu de société, qui est une joueuse différente de mon style de jeu et qui a des connaissances différentes que j'ai et que j'estime énormément et que c'est une personne de talent. Souvent, je suis plus souvent devant les caméras ou des choses comme ça, mais c'est bien d'avoir des gens derrière la scène aussi. Parce que sans elle, nos jeux seraient pas très beaux. Donc, je trouve que ça apporterait justement à vos auditeurs, ceux qui vous regardent, une autre facette du travail aussi de qu'est-ce qu'on peut faire si on aime les jeux de société. Elle pourrait donner des informations assez importantes. Est-ce que tu veux nous partager une dernière chose? Je ne sais pas si tu vas être à Cannes, mais c'était la première fois cette année qu'on était à Cannes et j'ai adoré. Honnêtement, c'est, tu disais, ça fait partie de la récompense de voir les gens avoir du plaisir et tout ça. Je sais on n'est pas souvent en France, c'est la première fois et j'aimerais ça si tu as une chance d'aller à Cannes ou s'il y a des gens qui nous écoutent d'aller à Cannes, même si c'est 2 minutes, juste d'arrêter, passer à notre kiosque, dire bonjour, comment ça va. Le contact avec les gens, c'est hyper important. Même si je suis occupé, ça vaut la peine de juste dire Hey, bonjour, comment ça va? Je t'ai vu l'autre fois. C'est hyper gratifiant. Donc, si jamais vous avez aimé vous avez aimé mon accent, vous avez aimé ce que j'ai dit ou peu importe, même si je ne vous connais pas parce que je ne vous vois pas à travers l'écran, n'hésitez pas pour passer pour nous dire bonjour. Super. Oui, je mettrai le lien du site internet Snaps sous cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Parfait. Ben, excellent. Merci beaucoup pour l'entrevue. Ça a été très agréable. Ouais, merci à toi. Merci pour tous ces partages. Ça fait plaisir. À la prochaine. Salut.